À la une ce soir. Est-ce qu'on va utiliser la mort d'un enfant pour précipiter une interdiction, mais surtout par partisanerie ou intérêt politique? Le Parti conservateur du Québec s'oppose à l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Et moi, je pense qu'il faut diminuer le risque qu'un enfant meure tous les jours. C'est une question de dogmatisme. Moi, je trouve ça vraiment ignoble. Aussi ce soir, le premier ministre Carney dévoile la nouvelle stratégie nationale en intelligence artificielle. Dans le monde virtuel comme dans le monde physique, nous serons maîtres chez nous. Et 4 adolescents arrêtés en lien avec le meurtre d'un jeune homme dans un Walmart de Montréal. Toutes les hypothèses sont sur la table à ce moment-ci. Assurément que les jeunes ont été rencontrés par nos enquêteurs pour avoir plus d'informations. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonne fin d'après-midi tout le monde. À quelques jours de la fin de session parlementaire à Québec, la CAQ continue de vouloir faire adopter de nouveaux projets de loi. C'est le cas d'une autre réforme de la loi 101. On va y revenir dans un instant parce ce qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est la position du Parti conservateur du Québec qui s'oppose à l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. D'ailleurs, Laurence, la députée conservatrice Maïté Blanchette-Vézina, a fait un commentaire qui n'a pas très bien passé là, auprès des autres partis. Oui, tout à fait. On va y revenir, mais tout d'abord, il faut dire que ce projet de loi-là sur les boissons énergisantes devrait être déposé demain. Par contre, pour pouvoir adopter ce projet de loi-là aussi rapidement que vendredi prochain, là, soit la dernière journée des travaux parlementaires, il faut la collaboration de tout le monde. La majorité des élus, eux, ont dit qu'ils allaient collaborer. Par contre, effectivement, c'est pas gagné là, parce que ce processus d'adoption-là risque d'être compliqué, tu l'as dit, par la députée du Parti conservateur, Maïté Blanchette-Vézina. Elle est pas nécessairement contre. Par contre, elle dit souhaiter que le gouvernement prenne son temps pour écouter la science avant d'adopter sa loi. Cette loi-là, il faut aussi souligner là, qu'il y a le député indépendant Yuri Chassin qui n'a pas non plus confirmé son appui à ce projet de loi-là. Mais à la CAQ, par contre, on espère faire adopter cette loi-là rapidement pour éviter un nouveau décès comme celui de Zachary Miron, qui, on le rappelle, là, est mort après avoir consommé une boisson énergisante combinée à son médicament pour le TDAH. Ma mère et d'autres gens consomment des médicaments qui interagissent, qui ont une interaction avec le pamplemousse. Ça peut causer des décès, là, ça peut interagir avec des médicaments. Est-ce qu'on va interdire le pamplemousse? Non. Là, je sais qu'on parle de la santé des jeunes et qu'il y a eu un décès. C'est tragique. Mais est-ce qu'on va utiliser la mort d'un enfant pour précipiter une interdiction? Je suis surprise parce que c'est pas une annonce, c'est pas un projet qui se veut économique, c'est un projet qui se veut pour protéger les jeunes. Puis on a travaillé ce dossier-là de façon transpartisane. C'est vraiment tragique ce qui est arrivé. On veut s'assurer que ça ne se reproduise pas. Alors moi, je m'attends à ce que l'ensemble des élus soient en faveur de ce projet-là. Laurence, c'est aussi le ministre Roberge qui, lui, veut élargir la loi 101 à la formation professionnelle et aux adultes. Oui, selon le projet de loi qu'il a déposé aujourd'hui, les personnes qui sont inscrites dans ces programmes-là seraient obligatoirement formées en français. Par contre, il faut préciser que ça ne concerne pas là, les personnes qui font partie de la communauté anglophone historique ni les Premières Nations. On estime au total que ça va viser là, 27 000 personnes annuellement, majoritairement dans la région de Montréal. Pourquoi ce projet de loi-là? Bien, on nous dit que c'est parce que les données montrent que les gens vont travailler majoritairement dans la langue dans laquelle ils ont reçu leur dernier diplôme. Mais encore une fois, on se demande là, pourquoi ce projet de loi-là est déposé en ce moment alors qu'il ne reste qu'une semaine aux travaux parlementaires. On a renforcé la loi sur la laïcité, on a adopté une loi sur l'intégration de la nation québécoise. Tout ça va dans cette même direction-là, du vivre ensemble, du partage de la culture commune. Si on avait adopté cette loi-ci il y a 6 mois, il y aurait une autre loi qu'on n'aurait pas pu adopter. Donc, on est dans un continuum. Il va falloir toujours être vigilant par rapport à la langue française. Alors, moi, je m'étais engagée à aller de l'avant avec un élargissement de l'application de la loi 101, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça ne sera pas adopté? Alors, c'est pas parce que l'été approche que ça ralentit ici au Parlement. Donc, on continue de déposer des projets de loi. On continue de faire des annonces aussi. Il y a la première ministre qui était accompagnée de la ministre de la Santé à la Malbaie aujourd'hui pour annoncer un investissement de 365 millions de dollars pour l'agrandissement, la modernisation de l'hôpital de la région. Donc, c'est un projet qui doit démarrer cet automne et s'étirer jusqu'en 2031.
Le sprint final avant la fin de la session parlementaire. Merci, Laurence. 4 adolescents de 15 ans font face à la justice pour un meurtre commis mardi dans un Walmart de Montréal-Nord. Un crime qui aurait été perpétré à la sortie des classes. Ils sont soupçonnés d'avoir poignardé à mort un jeune homme de 22 ans, Elliott Tremblay. Donc, c'est ici que ça s'est passé, mardi, à 4h20 à peu près, dans la section pour bébés. 4 adolescents ont poignardé un jeune homme de 22 ans au Walmart juste derrière moi. C'est le Walmart au coin Lacordaire et Henri Bourassa à Montréal-Nord. Toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance et les 4 suspects ont été arrêtés par le SPVM. Les policiers restent vagues pour l'instant sur les circonstances entourant le meurtre, mais je vous laisse quand même écouter le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant. Toutes les hypothèses sont sur la table à ce moment-ci. Assurément que les jeunes ont été rencontrés par nos enquêteurs pour avoir plus d'informations de leur part, à savoir quelle était l'implication de ces gens-là dans l'altercation. Est-ce qu'on a des détails sur la victime? Pas de détails à ce moment-ci. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être rencontrés dans son entourage, à savoir s'il y avait des gens qui voulaient ou s'il y avait eu des événements précédents qui auraient pu mener à l'altercation. C'est le 9e meurtre sur le territoire montréalais cette année déjà et les corps policiers remarquent une augmentation de la violence chez les jeunes. Il y a des événements qui arrivent qui impliquent des jeunes de plus en plus. Malheureusement, on voit là, beaucoup, là, c'est relié souvent au crime organisé qui essaie de recruter, notamment via les réseaux sociaux, des jeunes pour commettre certaines tâches qu'eux ne veulent pas commettre. Donc, on a vu l'événement au Walmart, on a vu un autre événement dans un parc à Montréal hier également. Donc, de focusser davantage sur leur réputation criminelle dans les réseaux sociaux, ça leur fait complètement oublier les gestes qui sont complètement disproportionnés, là, qu'ils posent. Les policiers travaillent très fort actuellement pour réduire les cas de violence chez les jeunes, mais il y a aussi les maisons de jeunesse qui font un travail incroyable sur le terrain. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis allé voir la maison L'Ouverture à Montréal-Nord. Parce que tout ce qu'on fait à la maison de jeunes est axé sur la prévention. Et la prévention au niveau jeunesse est très, très important parce que ça nous permet quand même d'offrir de l'écoute aux jeunes, mais aussi de les accompagner, de pouvoir faire de bons choix, de prendre des décisions conscientes et éclairées. L'événement qui s'est passé il y a de cela 2 jours, mais moi, toutes nos pensées sont vraiment avec la famille de ce jeune qui est décédé. Mais de notre côté aussi, c'est là qu'on voit l'importance d'investir dans la prévention parce que c'est quand même des jeunes qui sont impliqués là-dedans. Puis c'est malheureux pour eux, c'est malheureux aussi pour la famille, mais pour toute la communauté, en fait. Pour le meurtre au Walmart, le DPCP analyse actuellement le dossier pour déterminer la nature des accusations qui seront portées contre les 4 suspects. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Et d'ailleurs, un peu plus de 24 heures seulement après cette agression à Montréal-Nord, un homme de 22 ans a aussi été tué par balle tard hier soir dans un parc du quartier Villeray. Aucun suspect n'a été arrêté pour le moment et les policiers enquêtent sur les circonstances entourant l'événement. Il s'agit du 10e homicide de l'année à Montréal. L'avocat déchu Daniel Rochefort ne pourra pas exercer son métier d'avocat en détention. Son droit de pratique a été suspendu de façon provisoire par le Conseil de discipline du barreau du Québec. Rappelons que Daniel Rochefort est accusé de crimes sexuels sur des mineurs. Et on fait le point tout de suite avec notre collaboratrice et juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Nicole. On a l'impression que ça devrait être la norme. Est-ce que c'est le cas lorsqu'un avocat est accusé au criminel? On lui retire son droit de pratique? Moi, je pense qu'on lui retire, on présente une requête parce qu'on voit qu'on a présenté une requête pour suspendre. Mais j'imagine que chaque cas étant un cas d'espèce, il y a peut-être des dossiers qui sont pas aussi tragiques. On sait très bien qu'il n'est pas coupable jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable, mais quand même, les allégations sont tellement sérieuses, tellement graves. C'est ce que le barreau a décidé de présenter une requête, mais ils n'ont même pas eu... au début, ils voulaient la contester parce qu'ils voulaient continuer à pratiquer. Et c'était évident, il ne continuera pas à pratiquer en détention. Là. On ne lui donne pas un bureau, une plume puis une bibliothèque. Mais ça, c'était assez évident. Et pour lui, ben c'est la seule chose à faire, c'est d'attendre. Et il pensait qu'on pourrait tout simplement donner un délai X, mais c'est à tous les 3 mois qu'on va devoir renouveler cette suspension jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale, parce que sa présomption d'innocence fait toujours foi devant les tribunaux jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou déclaré coupable.
Nicole, tu es ici aussi pour nous parler de ton balado Objection, Madame la juge. Déjà un premier épisode qui est disponible sur Crave. C'est quoi exactement ce balado-là? Bien, ce qui est intéressant, Marie-Claude, c'est que on appelle ça Objection, Madame la juge, pas parce que c'est moi qui vais poser les barèmes, etc., mais je me fais accompagner d'avocats chevronnés, de gens qui connaissent le terrain. C'est ça que je veux dire. Ils connaissent le terrain, sont capables d'expliquer, parce que je reçois une lettre du public, puis là, bien, ça peut être dans des dossiers civils, criminels, dans tous les sens. Et cet avocat-là, il y a Maître Alpin, il y a Maître Tremblay, il y a également Maître Powell. Dans tous les domaines, ils sont vraiment à la fine pointe de la situation. Puis ils vont m'aider à décortiquer tout ça, puis à essayer de répondre aux justiciables ou aux personnes qui s'en vont partout, puis qui veulent avoir un petit peu la route à suivre, mais de façon... Il faut que ça soit vulgarisé. Alors, c'est un premier épisode, il est prêt sur Crave, c'est gratuit. Ben oui. Alors, totalement gratuit. On invite les gens à venir voir ça. Tu continues à venir nous expliquer les affaires judiciaires en ondes ici à Nouveau Info. Absolument. Et on t'écoute sur Crave. Et on fait sur les balados. Merci beaucoup, Nicole. Grand plaisir, au revoir. En santé maintenant, l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, a fait quelques 250 morts jusqu'à maintenant. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché une alerte sanitaire internationale, mais des recherches faites à Montréal pourraient venir complètement changer la donne et bien sûr sauver des vies. Lélie Mercure. Le docteur Michel Crétier et le docteur Majambou Mbike développent un médicament contre l'Ebola dans leur laboratoire de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Le médicament à base de plantes qu'ils ont élaboré sera bientôt testé sur des souris. Quand est arrivée l'épidémie du SARS en 2003, le message a été répandu à travers tous les chercheurs du Canada. Est-ce que vous ne pourriez pas prendre un peu de temps à penser de qui, dans votre laboratoire, est-ce qu'il y aurait des indices? Avec le temps, on avait des outils, puis qu'on a prouvés. Et depuis, on a raffiné un peu nos expériences pour arriver en 2026 avec un produit qui est beaucoup plus précis. Le produit initial dont nous l'avons extrait a été testé et s'est montré très efficace et peu toxique. Donc nous pensons qu'il est possible d'avancer relativement vite. Ottawa a récemment instauré de nouvelles mesures frontalières pour les voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda ou du Soudan du Sud. Ils devront se mettre en quarantaine pour 21 jours. Je vous dirais que le plus grand risque, c'est vraiment pour les gens qui vivent près de l'épicentre en République démocratique du Congo, puis un petit peu moins pour les pays limitrophes comme le Soudan du Sud et l'Ouganda. Ici, notre risque à nous est très, très faible. Et parce que les chances que quelqu'un va arriver avec la maladie qui est symptomatique, c'est quand même très faible. Ce qu'on préconise et ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que les règles internationales sanitaires, c'est de surtout avoir des dépistages robustes à la sortie des pays où est-ce qu'on a des cas d'Ebola. C'est au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg que devraient se faire les tests. C'est d'ailleurs le seul endroit au pays à détenir des souches virales actives de l'Ebola. On a reçu un courriel ce matin pour discuter un petit peu du modèle animal qu'on va utiliser parce qu'ils sont déjà en possession du nouvel Ebola là. Et l'OMS leur a demandé de mettre tout le paquet pour faire avancer le projet. La République démocratique du Congo est particulièrement affligée par l'épidémie d'Ebola qui a fait une centaine de victimes depuis le début de l'année. Majambou, qui vient du Congo, a quand même un intérêt beaucoup personnel là-dessus. J'ai reçu des courriels qui venaient des personnalités assez importantes au Congo. Ils ont demandé qu'on puisse établir quelque forme de collaboration parce que c'est la 17e fois que cette éclosion d'Ebola survient au Congo. Donc, on ne pense pas que ce sera la dernière. Si tout se passe bien, le médicament contre la souche actuelle du virus devrait voir le jour au cours des prochaines années. À Montréal, Lélie Mercure, pour Nouveau Info. Ça va être intéressant de suivre la suite pour ce médicament. Maintenant, on voit apparaître de plus en plus de fraises du Québec sur les étalages dans nos épiceries. La saison est lancée dans le Grand Montréal. Mais là, la météo a quand même retardé les premières récoltes ailleurs dans la province. Voici ce que nos collègues de la Mauricie et du Saguenay ont préparé.
Les températures fraîches du mois de mai ont freiné la maturation des fraises un peu partout en Mauricie. Mais les amateurs de fraises du Québec n'auront pas à patienter bien longtemps avant de repartir avec leur panier bien rempli. Regardez, les champs sont en fleurs, c'est super beau. Et puis, il va y avoir beaucoup de fraises, mais c'est un petit peu plus tard. Nous ici, là, on a eu un hiver froid avec un printemps tardif, puis un mois de mai plus froid que normal. Bien, pour les asperges, je dirais qu'on a eu environ une semaine de retard, là, vu que le printemps était un peu tard. Fait que possiblement que pour les fraises, ce serait ça. Normalement, ici, on commence les fraises le début juin. Là, on attend ça pour le kiosque vers le 12 ou 15 juin qu'on pense là, que ça va commencer. Si plusieurs producteurs ont tourné la page sur l'autocueillette cette année, ce n'est toutefois pas le cas ici. Malgré les défis que représente cette formule, l'entreprise a choisi de maintenir ses activités pour ses clients. Pour l'autocueillette, ce que les gens ont beaucoup hâte, l'abondance des fraises va être fin juin, début juillet cette année. Ça prend un kiosque en champ, ça prend des employés, ça prend, c'est ça, des gens pour guider un peu les clients dans les champs. Puis ça prend aussi des employés qui vont aussi informer les clients sur l'importance de bien ramasser chaque rang. Et avec le retour des températures plus chaudes, la productrice est confiante quant à voir les champs rougir rapidement au cours des prochaines semaines. Et on s'attend à avoir beaucoup de belles fraises de différentes variétés. Comme on voit, là, tout est en fleurs, fait que ça devrait être une belle saison cet été. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien que la météo ait également amené son lot d'impact sur certaines productions, la situation demeure un peu différente alors que la saison des fraises débute normalement à la fin juin, voire début juillet. Les producteurs régionaux s'attendent donc pour l'instant à une récolte qui devrait suivre son cours. C'est le cas pour le verger de la ferme de l'Anse-au-Foin Belle à croquer à Saint-Fulgence. L'année passée, nous, on était à notre première année d'autocueillette au verger. Puis ça a été une année un peu décevante là, en raison du mois de juin qui a été très pluvieux. Donc cette année, c'est sûr qu'on essaye de se reprendre. Les plants sont beaux, il y a beaucoup de fleurs. Ça a été difficile la semaine passée là, pour la période de froid qu'on a eue. Fait que là, il y a quelques fleurs qui ont gelé, mais sinon, dans la grande majorité, là, on pense que ça va être une bonne année pour la récolte. Donc, les années précoces, rapides, où ça décolle rapidement, si on peut dire, puis nous arrive des gels, bien, ça endommage beaucoup là, les productions. Tandis que cette année, ce risque-là va être à peu près nul. Donc, oui, ça nous laisse envisager une très belle production. Ces jeunes fleurs-là devraient nous produire des belles fraises. Là, on prévoit dans une trentaine de jours, donc au début du mois de juillet à peu près, qu'on espère. Nous, on a un projet ici au verger qui serait de produire en serre. On a beaucoup d'espoir là-dessus de pouvoir produire des fraises, là, peut-être d'ici début juillet jusqu'à la fin octobre. Il faudra encore patienter quelques semaines avant les premières cueillettes en région, mais toutes les conditions sont réunies pour permettre aux consommateurs de profiter de fraises abondantes et surtout très sucrées cet été. À Saint-Fulgence, Sarah-Léa Bouchard. À Sainte-Geneviève de Batiscan, Coralie Morancy. Pour Nouveau Info. Des membres de gangs criminels se livrent une guerre, même en prison. C'est le 4e meurtre en moins d'1 an au pénitencier de Donnacona. La suite au retour. On va aller voir ce qui retient l'attention ailleurs dans la province avec Frédéric en Mauricie, Sarah-Léa au Saguenay. Mais d'abord, Caroline, à Québec, encore un meurtre survenu au pénitencier de Donnacona. Ça s'est passé hier. Bien voilà, hier soir, donc une violente altercation au centre de détention de Donnacona. Et c'est un homme dans la trentaine, d'une trentaine d'années, en fait, qui est décédé dans cette altercation, qui a impliqué plusieurs personnes. Donc, quand les secours sont arrivés sur les lieux, le décès n'a pu qu'être constaté. On n'a rien pu faire pour lui. Ce que la Sûreté du Québec fait savoir également en cours de journée, c'est que les suspects, les autres personnes impliquées, ont été rapidement identifiées. Tous des personnes qui sont finalement reliées à des groupes criminalisés. Immédiatement, là, c'est les enquêtes là, du service des enquêtes sur les crimes contre la personne qui se sont dépêchés sur les lieux avec le service de l'identité judiciaire pour analyser la scène là, sur place. Donc, actuellement, l'enquête est en cours. Il y a eu plusieurs personnes rencontrées. Les suspects ont été identifiés. Mais étant donné que ce sont des individus qui sont déjà détenus, là, les accusations vont être portées ultérieurement là, avec le DPCP. Donc, aucune accusation portée pour l'instant. Il faut ajouter que c'est le 4e meurtre à survenir à l'établissement à sécurité maximale de Donnacona. Dans ce cas-ci, la Sûreté du Québec n'a pas précisé finalement de quel groupe criminalisé les personnes impliquées faisaient partie. Plusieurs personnes, évidemment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Tarek Youssef Bedoun, qui est la victime dans cette affaire-là, était relié au Arab Power. D'ailleurs, c'est un événement qui pourrait avoir un certain lien avec le meurtre survenu ce matin du côté de Laval, alors que la victime, dans ce cas-ci, serait liée au Rolling 90s, un gang de Montréal
Montréal qui avait justement un certain conflit qui aurait pris de l'ampleur dans les dernières semaines, dans les derniers mois avec le Arab Power, justement. Et vous suivez ça pour nous. Merci beaucoup, Caroline. Bonne soirée. Frédéric, il y a plusieurs étudiants internationaux qui se sont vus refuser leur demande de permis de travail post-diplôme. C'est en raison d'un problème technique? En fait, c'est le cas d'une étudiante d'un collège privé de Trois-Rivières qui répond à toutes les exigences du gouvernement et sa demande de son permis de travail post-diplôme a été refusée. Cette jeune femme a voulu nous partager son histoire, mais voulait qu'on garde son anonymat. Ce qui lui arrive, il y a d'autres étudiants internationaux, c'est lorsqu'ils déposent leur test de français sur le portail d'Immigration Canada avec d'autres documents qui sont obligatoires, la plateforme n'accepte qu'un seul fichier. La demande se veut alors incomplète et la candidature est automatiquement refusée. Les candidats la prennent plusieurs semaines plus tard et même que parfois ils n'ont pas été avisés qu'il manquait ces documents obligatoires à leur demande. L'étudiante de la région d'origine française aspirait à s'installer ici. Je suis assez triste et assez choquée que cette situation m'arrive parce que oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. On parle de professionnels, de gens qualifiés, de gens qui parlent français, de talents, alors que nos gouvernements disent qu'on veut attirer puis garder ces gens-là. À cause d'une bêtise d'un site web mal foutu, on se retrouve dans une situation qui, en plus de ça, est assez facile à rattraper. Mais il faut accorder aux gens qui ont eu ce refus-là la possibilité de renvoyer les dossiers sans frais. L'étudiante va poursuivre ses démarches pour rester au Canada. Merci, Frédéric. Et Sarah Léa, à Saguenay, maintenant, il y a une compagnie de lavage de vitres qui s'est munie d'un drone pour effectuer ses travaux. Et oui, on parle de l'entreprise Laveur de vitres Saguenay qui est la première dans la région à s'être procuré un drone pour faciliter le travail sur le terrain. Le propriétaire de la compagnie confirme toutefois que se munir de ce genre d'engin n'est pas donné. Avec l'équipement, le coût s'élève à 200 000 $. Au bout du compte, l'utilisation du drone limite d'autres frais, comme les coûts de location de nacelle pour aller laver les vitres en hauteur. Le propriétaire qui explique le fonctionnement de son nouveau gadget. C'est un système de lavage de vitres par drone. C'est pas dans une machine à pression qui est donne une version qui est sous le drone. C'est régi par la base militaire. Il faut demander une autorisation avec un numéro d'autorisation. On les appelle lors du décollage et à l'atterrissage. Pour l'instant, c'est le fun, là. Mais c'est ça, on est en apprentissage, c'est notre troisième pour en faire. Toutes les clients sont très satisfaits à date, la machine à faire. C'est très, très performant. Pour avoir le privilège de piloter l'appareil, il faut suivre une formation complète d'1 mois. Les employés de Laveurs de vitres Saguenay qui auront le privilège de bénéficier de cette formation pour pouvoir être en mesure de piloter l'engin comme il se doit sur le terrain. Pratique, mais un peu cher. Merci, Sarah Léa. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Israël poursuit ses frappes au Liban malgré l'annonce d'un cessez-le-feu. Le Hezbollah exige le retrait complet des soldats israéliens. L'influence de Donald Trump sur les élus républicains mis à l'épreuve au Congrès, le commentaire d'Yves Boisvert. Et aussi ce soir que les Alouettes de Montréal entament leur saison face aux Tiger Cats d'Hamilton. On en parle avec les gars du 5 à 7. Mais d'abord, la stratégie fédérale en intelligence artificielle a été dévoilée aujourd'hui. Ottawa qui veut notamment protéger les citoyens, en particulier les enfants, bâtir une IA souveraine et aussi accélérer l'adoption d'intelligence artificielle dans les entreprises canadiennes. Le gouvernement de Mark Carney promet une croissance économique de 200 milliards de dollars. Selon le premier ministre, ce plan permettra de créer des milliers d'emplois liés à ce domaine au cours des 5 prochaines années. On peut se traduire par la création de 250 000 emplois liés à l'IA au cours des 5 prochaines années et faire passer le taux d'adoption de l'IA qui est aujourd'hui d'1 sur 10 à près de 2 tiers d'ici 2034. Pour en parler avec nous, la présidente et chef de la direction de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, Mila Valérie Pisano. Bonsoir, Madame Pisano. Alors, c'est une stratégie qui était très, très attendue. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord? J'entends pas. Est-ce que vous m'entendez?
On ira un petit peu plus tard vous retrouver. Alors, on va s'en aller directement à l'international tout de suite pour parler de la guerre, justement, au Moyen-Orient. Le Hezbollah qui rejette l'accord de cessez-le-feu et réclame le retrait des forces israéliennes du Liban. Le groupe armé soutenu par l'Iran menace Israël de nouvelles attaques. Sabrina, encore une fois, la situation là, qui s'envenime sur le terrain. Oui, parce qu'il faut comprendre quand même que le Hezbollah n'est pas invité à la table de négociation, parce qu'il y a eu des négociations hier et aujourd'hui entre le Liban et Israël qui a mené, en fait, hier à un cessez-le-feu. Mais bon, le chef du groupe terroriste a même dit qu'il considère, en fait, l'accord entre le Liban et Israël, que c'est une capitulation et une défaite. Donc, le Hezbollah, ce qu'il demande, c'est vraiment un cessez-le-feu global et que l'armée, justement, israélienne se retire complètement du Liban. Et ça, quand même, tout ça, ça a eu des conséquences quand même relativement rapidement parce qu'il y a déjà eu échange de coups de feu pendant qu'on va voir là, sous peu des roquettes là, du Hezbollah qui ont été interceptées au-dessus d'Israël. Donc, malgré cet accord de cessez-le-feu, rien n'est donc ficelé. Le président libanais, d'ailleurs, comme vous le voyez à l'écran, qui s'est entretenu avec un émissaire français et a dit que c'est une dernière chance de pouvoir parvenir à une trêve qui est globale pendant qu'on voit justement ces roquettes qui ont été lancées. Et justement, pour ce qui est du président donc, de la France, Emmanuel Macron, il a dit plutôt qu'il soutient les termes du cessez-le-feu. Mais au Liban, disons que les gens sont quand même assez pessimistes. أول شغلة إسرائيل ما بيتأمل لها وأمريكا ما بيتأمل لها وحتى ولو قالوا في وقف إطلاق نار والعالم عم بتروحوا وعم بيغدروا فيهم. La France se tient évidemment comme nous l'avons toujours fait à disposition pour avancer sur ce chemin. Il y a un mécanisme de coordination qui a été mis en place où les États-Unis et la France sont ensemble. Si le cessez-le-feu est sérieux, c'est ce mécanisme qu'il faut réactiver. Et Donald Trump, qui, lui, ne digère toujours pas que la Chambre américaine des représentants vote contre la guerre en Iran. Oui, parce que c'est une première depuis le début du conflit en Iran, le 28 février dernier. Alors, juste simplement pour vous rappeler, il y a la Chambre des représentants hier qui a voté contre les actions militaires qui étaient du côté de l'Iran. Et là, justement, aujourd'hui, réaction de Donald Trump via Truth Social. Il a dit, c'est un vote sans importance. Et la Chambre des représentants, c'était pas une très, très bonne idée qu'il ait voté contre. Et il dit, c'est un acte antipatriotique. Pendant qu'on a vu 4 hommes, en fait, il y a 4 républicains qui ont décidé de voter contre, en fait, de voter pour, c'est-à-dire cette résolution-là, donc de ne pas aller du côté de l'Iran et de poursuivre cette guerre-là. D'ailleurs, concernant les négociations, il y a toujours un flou parce que Donald Trump a dit que les discussions avec l'Iran pourraient aboutir possiblement ce week-end. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Et de son côté, Téhéran dit qu'il n'y a aucun progrès tangible dans les négociations. Et un petit peu plus tôt aujourd'hui, lors d'un point de presse, on a demandé à Donald Trump, parce que, il a réitéré qu'il ne souhaite pas que l'Iran se dote d'une arme nucléaire. On lui a demandé, pourquoi vous n'allez pas nécessairement chercher l'uranium enrichi? Do you need a deal with Iran to go get it? Or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers? You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. Donc voilà, va-t-on vraiment assister là, à un accord entre l'Iran et les États-Unis? Ça reste toujours à déterminer. On est en attente. Merci beaucoup, Sabrina. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Marie-Claude. Est-ce que ça fait mal, justement, au président Trump que la Chambre des représentants ait voté finalement pour le retrait des troupes en Iran? Ça l'irrite, ça l'agace. Ça ne lui fait pas très mal, en fait, parce que d'abord, il faudrait que le Sénat ensuite vote ça. Et de toute manière, il a toujours son droit de veto. Alors, donc, ça n'empêchera de faire rien. Sauf que c'est le signal qu'il y a des républicains qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que Donald Trump a voulu se débarrasser de certains de leurs collègues, notamment au Sénat. 2 sénateurs se sont fait tasser par lui, c'est-à-dire qu'il a présenté contre eux d'autres candidats et donc ils ne pourront pas se représenter aux élections de l'automne. Et il y a un représentant aussi, Thomas Massie, au Kentucky, qui l'agace depuis longtemps, qu'il a réussi aussi à dégommer du Parti républicain en présentant quelqu'un contre lui. Ça, il y a plusieurs élus républicains qui ne le prennent pas, qui trouvent qu'ils ne respectent pas le pouvoir des élus, parce qu'en principe, le Congrès est un pouvoir égal au président aux États-Unis. Et lui, en fait,
Trump n'accepte absolument pas que des élus le contredisent et votent contre lui. C'est comme si on commence à tester les limites de Donald Trump. Est-ce que c'est le cas? Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a l'expression en anglais « lame duck ». Quand le président arrive après la fin du mi-mandat de son deuxième terme, il n'a plus le droit de se représenter une troisième fois, et donc il perd de l'influence. Et là, les gens commencent déjà à penser à l'après-Trump. Et donc, il n'a plus tellement de pouvoir, lui, parce que dans 2 ans, ça va être un autre qui va se présenter pour être président pour les Républicains. Et l'autre chose, Marie-Claude, qui a beaucoup agacé les sénateurs, c'est l'idée de créer un fonds pour compenser les gens qui ont été condamnés, 1200 personnes, pour avoir envahi le Capitole. Et il y a de ces élus-là qui étaient là ce jour-là et qui ont eu la peur de leur vie et qui se disent, c'est pas vrai qu'on va prendre 1,8 milliard pour compenser ceux qui nous ont attaqués. Puis dans l'opinion publique, est-ce que ces revers-là que vit Donald Trump, là, je pense aussi à la Cour suprême pour les tarifs, est-ce que ça affecte encore sa confiance envers la présidence? Oui, qui est déjà ébranlée là, dans les sondages? Il est au plus bas. Il n'a jamais été aussi peu populaire. Et c'est dû d'abord au fait que l'inflation continue. Le prix de l'essence a augmenté. Pourquoi? Et les Américains, quand on regarde les sondages, les Américains attribuent justement la hausse des prix aux politiques de Donald Trump. Les droits de douane, évidemment, les choses qu'on importe coûtent plus cher. Et l'essence, c'est à cause de la guerre en Iran. Et il avait promis qu'il n'y aurait pas de guerre, qu'il ne déclencherait pas de nouvelle guerre. Donc ça, pour plusieurs personnes qui ont voté républicain, c'est une déception. Et, mais les batailles au Congrès, ça ne passionne pas nécessairement tout le monde, mais ça va lui poser des ennuis. Et ça annonce peut-être des ennuis à venir dans les mois qui viennent et les années qui viennent. On continue de suivre ça. Merci beaucoup, Yves. Merci à toi. On revient justement sur cette stratégie nationale en intelligence artificielle avec la présidente et chef de la direction de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, Valérie Pisano. Rebonsoir. On est contente de pouvoir vous parler. Bonsoir. La stratégie est attendue depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous en avez pensé assez rapidement? Bien, franchement, on la trouve excellente. Elle est très bien réfléchie, elle est balancée, puis elle a quand même un bon niveau d'ambition en termes de créer de l'intelligence artificielle canadienne, par et pour les Canadiens, mais aussi de prendre une posture canadienne à l'échelle mondiale. Donc, nous, à Milan, on est très contents de ce que le premier ministre a présenté aujourd'hui. Mais là, à quel point le Canada est en retard, là, justement, à l'échelle internationale? On pense à la Chine, aux États-Unis qui sont loin devant nous. Est-ce qu'on peut, à ce stade-ci, réellement s'affranchir pour développer notre propre IA? Oui, c'est une question qui n'est pas simple. C'est vrai que la Chine et les États-Unis sont loin devant, mais on peut et on doit prendre ces décisions-là puis investir dans la technologie canadienne. Donc, non, je pense pas qu'on est en retard. On parle de l'IA comme si c'était chose accomplie. Il y a 3 ans, on n'en parlait presque pas. Donc, c'est encore une technologie qui est très nouvelle, très neuve. Les Américains ont fait des choix très particuliers en termes de quel type d'IA ils développent, pour quels objectifs. Nous, on va faire des choix différents, comme par exemple dans la stratégie, on se dit, nous, on veut investir de façon massive dans l'intersection entre l'IA et la santé. Ça, c'est un choix que les Canadiens ont fait, que les Américains n'ont pas fait encore. Donc, il y a vraiment beaucoup à développer. Donc, non, je pense pas qu'on est en retard. Je pense pas non plus que de voir ça comme une course, c'est ce qui est le plus aidant. Puis, on le voit jusqu'à maintenant. Oui, l'IA se développe rapidement, mais il y a aussi beaucoup de contre-coups de ce développement-là. Puis, notamment aux États-Unis, le public est de moins en moins emballé là, par la façon que la technologie leur est imposée. On parle souvent de la souveraineté de nos données. D'un point de vue de sécurité, est-ce que c'est urgent justement de développer nos propres programmes, tant pour le gouvernement que pour les entreprises canadiennes? Oui, on parle beaucoup de résilience chez nous. Donc, des fois, avec le mot souveraineté, ça donne l'impression que c'est tout ou rien. Avec le mot résilience, on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Il y a des choses où, bien franchement, c'est peut-être pas grave, là, aller où la donnée, quel type de données, etc. Puis il y en a d'autres où c'est hyper critique. Là, on pense à notre sécurité nationale, les infrastructures énergétiques, les hôpitaux, la donnée très personnelle. Donc, je pense qu'il faut commencer à voir l'IA de façon un petit peu plus vaste. Puis toutes ces questions-là, qui sont des questions difficiles, au lieu d'essayer d'y répondre one size fits all, comme on dit en bon anglais, d'avoir une façon un peu plus sophistiquée de briser ça en morceaux. C'est comme un gros chantier, mais avec une technologie qui va très, très vite. Et là, il y a plusieurs, j'imagine, téléspectateurs qui écoutent présentement, qui ont peur aussi de perdre leurs emplois, parce que c'est une des réalités, alors que le gouvernement estime plutôt que c'est un secteur qui va créer de l'emploi. Comment il faut voir ça?
Oui, donc l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi, c'est une très grande et très importante conversation pour laquelle, pour l'instant, c'est pas évident encore ce qui va arriver. Il y a plusieurs trajectoires possibles. Par ailleurs, les choix qu'on va faire comme citoyens, comme dirigeants d'entreprise, comme gouvernement, vont influencer laquelle de ces trajectoires-là va se réaliser. C'est sûr que l'IA va créer de l'emploi spécifique à ce nouveau monde dans lequel on est en IA, si ce n'est que l'intersection entre l'IA puis toutes sortes d'autres domaines scientifiques. Et c'est sûr qu'il y a aussi des domaines qui vont être fortement bousculés par l'intelligence artificielle. Dans la stratégie, une des choses qui est mentionnée, c'est qu'il va y avoir des investissements quand même significatifs pour suivre ça de très, très près. Puis c'est peut-être ça le plus important, c'est d'être en avant de la question puis pas en réaction 6, 12, 18 mois plus tard. C'est intéressant, c'est même rassurant. Merci beaucoup, Mme Pisano, donc directrice de l'Institut Mila. Je suis certaine qu'on va se reparler. Je suis sûre que oui, avec plaisir. À la prochaine. Par ailleurs, le protecteur du citoyen considère que les Premières Nations sont les mieux placées pour prendre soin de leurs enfants et appuie aussi leurs revendications pour une pleine autonomie en matière de protection de l'enfance. C'est ce qui ressort notamment du deuxième rapport de suivi de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et les services publics. C'est donc dire que les choses progressent depuis la commission vient en 2019. Les relations avec la DPJ se sont aussi améliorées avec l'embauche d'agents de liaison et de coordonnateurs autochtones, mais des défis restent à relever. Par exemple, des jeunes placés en centre de réadaptation sont privés pendant de longues périodes d'un accès à l'enseignement en raison de barrières linguistiques. Des enfants sont placés loin de leur famille et de leur communauté sans maintien des liens pendant des mois, affectant la continuité culturelle. Enfin, des enfants ne reçoivent pas les services auxquels ils ont droit en raison d'enjeux d'arrimage de compétences entre les gouvernements. Début de saison des Alouettes ce soir à Hamilton. À quoi s'attendre? On en jase avec les gars du 5 à 7 un peu plus tard dans le bulletin. La vente de billets pour les concerts de Céline à Paris a été interrompue pendant environ 1 heure ce matin. Ticketmaster a détecté des activités suspectes, possiblement en provenance de robots malveillants dans sa billetterie. Depuis hier, des milliers de places sont disponibles pour les 10 supplémentaires à la Défense Arena en mai 2027. Ces concerts s'ajoutent à la première série de spectacles prévus déjà cet automne. Bonsoir Marie-Claude. Alors là, tu es en direct du Vieux-Longueuil ce soir parce que c'est l'ouverture officielle d'un tout nouveau comédie club. Exactement, ça s'appelle le Baratineur, en plein sur la Saint-Charles-Ouest. Ceux qui connaissent le coin savent que c'est la rue à Longueuil. Je suis avec un des copropriétaires, David Henry. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, naturellement, tu vas me voir venir avec ma première question. Pourquoi un comédie club sur la Rive-Sud à Longueuil? Ben, la question est simple, c'est qu'il n'y en a pas. Il manque cette offre. Sur la Rive-Sud, il manque cette offre à Longueuil, une offre spectacle, une offre comédie club, puis aussi une belle table et des bons cocktails. Alors là, ce soir, c'est l'ouverture officielle. Par contre, ça roule depuis le mois de décembre. Exact. Ça peut ressembler à quoi, votre programmation, de façon générale? Alors, donc on a plusieurs offres. On a le mardi soir où on fait des open mic. Le mercredi soir, c'est du rodage. Et jeudi, vendredi, samedi, 19h et 21h, on offre donc la formule Comédie Club. C'est un animateur et 4 artistes. Donc, quand tu dis le rodage, ça veut dire que si un jour je repartais en rodage, je pourrais louer ici puis venir m'installer, tester mon matériel. Avec grand plaisir. Depuis les 6 mois qu'on a ouvert, nous avons déjà fait une quinzaine de rodages. Nous sommes à peu près à 150 artistes depuis l'ouverture, 140 shows et plus de 8000 billets de vendus. Wow! La salle peut contenir combien de personnes? On a 80 places assises pour le Comedy Club et 60 pour le restaurant. Et naturellement, Longueuil, on est à côté de Montréal, là, mais est-ce que tu dirais que votre public ressemble vraiment de la Rive-Sud ou c'est un espèce de mélange de tout ça? On n'a pas peur de traverser le pont? Exactement. C'est sûr qu'on va dire, on a une grande majorité de gens de la Rive-Sud, mais on a aussi beaucoup de gens de Montréal et aussi des gens de la Rive-Nord qui nous disent de Laval, ils aiment venir sur la Rive-Sud parce qu'ils préfèrent ça que d'aller à Montréal. Plus facile de stationner. Et puis le charme du Vieux-Longueuil n'a pas paraître. J'ai comme l'impression que tu es quand même un bon vendeur de tout ça. Il faut dire que le charme du quartier aussi fait beaucoup le travail.
Et est-ce que, à l'inverse, bon, je me doute un peu de la réponse, mais quand même, est-ce que ça a été difficile, mettons, au départ, d'attirer les humoristes, de dire, viens faire un tour sur la Rive-Sud? Pas tant que ça, parce que déjà beaucoup d'humoristes vivent sur la Rive-Sud. Donc pour eux, c'était plus facile de ne pas avoir à passer le pont. Et puis le réseau et l'offre qu'on pouvait proposer, ainsi que l'ambiance, a fait que très rapidement, ça a pris, la mayonnaise a pris. Et rapidement, est-ce que pour cet été, on garde à peu près la même chose ou ça va être un peu plus calme? Ça va être la même chose, sauf qu'on va rajouter une offre supplémentaire qui va être les late night shows. Donc des shows qui vont être à 23h, plus en fin de soirée, donc un peu plus funky. Ah, ben écoute, bonne chance et en fait non, on va dire merde. Merci Alex, merci beaucoup. Merci. Alors c'est le Baratina, c'est sur la rue Saint-Charles-Ouest, je peux pas le rater. Alors pour moi, c'est ma dernière chronique de la saison. On se revoit au mois d'août. Alors bye Marie-Claude, bye Alex, tout le monde. bonne saison, bon été. Bonsoir Yannick, bonsoir Frédéric. Allô? Bonsoir Marie-Claude. Alors c'est ce soir que commence la nouvelle saison des Alouettes de Montréal. Oui, tout à fait. Les Alouettes qui vont affronter les Tiger Cats à Hamilton ce soir. C'est une reprise de la finale de l'Est de l'an dernier que les Alouettes avaient gagné sur le dernier jeu de la rencontre. Ils avaient alors obtenu leur laissez-passer pour la Coupe Grey. Malheureusement, ils avaient perdu cette Coupe Grey face aux Rough Riders de la Saskatchewan 25-17. Les Tiger Cats auront donc la pensée à la revanche ce soir. Eux qui ont terminé au premier rang dans l'Est l'an dernier, devant les Alouettes de Montréal. Et encore une fois, les succès des Alouettes passent par cet homme, le quart arrière Davis Alexander, qui s'est blessé dans le premier match préparatoire des Alouettes, a dit qu'il se sentait bien. Alors, il faut qu'il demeure en santé si les Alouettes veulent connaître du succès cette année. Et déjà ce soir, un match très, très important pour les Hurricanes face aux Golden Knights. Oui, parce que le match est présenté au domicile des Hurricanes. Les Hurricanes ont perdu la première rencontre. Alors, s'ils devaient perdre à nouveau ce soir en finale de la Coupe Stanley, ils seraient déjà en très mauvaise position parce que, historiquement, lorsqu'une équipe perd les 2 premiers matchs à domicile en finale de la Coupe Stanley, 5 fois seulement, ils ont réussi à revenir de l'arrière pour remporter la Coupe Stanley. 50 fois, ils ont échoué. Mais ça joue sur la glace. Mais ça joue sur la glace, c'est bien. Les Golden Knights, ils vont pour une 8e victoire consécutive. Alors, ils sont véritablement en feu. La bonne nouvelle pour les Hurricanes, cependant, et je le partage avec vous, c'est qu'à 2 reprises seulement cette saison, ils ont perdu 2 matchs de suite. Prends des notes. Alors donc, ça regarde quand même bien. Ils ne perdent pas souvent, mais c'est sûr que ça va prendre une bonne performance du gardien de but, Frédéric Anderson, qui n'a réalisé que très peu d'arrêts, a donné 5 buts sur 23 lancés lors du premier match, Marie-Claude. Coupe du monde de soccer maintenant. C'est un Québécois qui va défendre le filet du Canada. Alors, Fred parlait de gardien de but. Ouais. C'est Maxime Crépeau qui sera le gardien partant pour le premier match du Canada à la Coupe du monde. C'est vendredi de la semaine prochaine contre la Bosnie-Herzégovine. Pour lui, c'est tout un retour parce que en 2022, il avait raté la Coupe du monde qui était présentée au Qatar. Il s'était blessé quelques jours avant le début de la Coupe du monde lors de la finale de la MLS. Alors, c'est un beau retour. C'est une belle nouvelle pour Crépeau. Demain, le Canada qui va disputer un dernier match en marge de la Coupe du monde contre l'Irlande. Le match est d'ailleurs présenté au stade Saputo. Et c'est de là que nous ferons notre émission demain à compter de 17h. Et c'est confirmé, Serena Williams qui va effectuer un retour au jeu aux côtés de Victoria Mboko. Voilà, on voulait te présenter des images. Ce sont les premières, donc, où on les voit véritablement les deux ensemble sur un terrain. Ils se sont entraînés en prévision, donc, du début du tournoi du Queens à Londres. Ça débute lundi prochain. Elles vont jouer en double. Alors, Mboko, 19 ans, va jouer avec Williams, une légende, 44 ans, qui a gagné 23 tournois majeurs en simple. C'est déjà juste un bel honneur qu'elle ait choisi notre Canadienne pour effectuer ce retour qui sera suivi partout sur la planète tennistique, évidemment. Merci beaucoup, les gars. OK, à demain. Bye-bye. Bye-bye. L'artiste Wyland poursuit la FIFA pour 25 millions de dollars après que l'une de ses fresques a été détruite à Dallas juste avant le début de la Coupe du monde de soccer. Son œuvre peinte sur 2 murs d'un bâtiment du centre-ville a été recouverte illégalement pour promouvoir des matchs de la Coupe du monde. Selon lui, la fresque était en place depuis près de 30 ans. De son côté, la FIFA se défend d'avoir participé à la destruction de l'œuvre et dirige des critiques vers le comité d'organisation locale du tournoi.
Bonsoir, Michel. Allô, Marie-Claude. Tant qu'à parler de la Coupe du Monde, Oui. c'est aussi le débat ce soir. Et on se pose la question sur la raison pour laquelle on n'a pas de match à Montréal. Oui, Montréal s'est retiré, en fait, en 2021 du processus pour recevoir des matchs, accueillir des matchs de la Coupe du Monde de 2026. Québec avait refusé de confirmer le financement à ce moment-là. C'était la raison qu'on donnait. Mais on sait que pour accueillir 13 matchs au Canada, 6 à Toronto, 7 à Vancouver, la facture globale va dépasser le $1 milliard. C'est énorme. Et l'émission Enquête de Radio-Canada révélait également, après avoir consulté les documents, les multiples exigences de la FIFA, entre autres, qu'il y ait une exclusivité d'événements, qu'il n'y ait pas d'autres grands événements à Montréal en même temps. C'était majeur comme restriction. Alors, notre question, est-ce que Montréal aurait dû accueillir des matchs de la FIFA comme le fait Toronto et Vancouver? On en débat à 2h30. Bon débat, Michel. Bye-bye, bonne soirée. Alors, c'est complet. On se retrouve demain, tout le monde. Au revoir.